Si ces affirmations peuvent être considérées comme superficielles, voire balayées d'un revers de main, cette famille fortunée n'en est pas pour autant dénuée d'intérêt. Aujourd'hui, je vais donc me pencher sur l'étonnante affirmation de Lord Rothschild, le chef de la puissante famille Rothschild, selon laquelle sa famille a joué un rôle central dans la création du pays d'Israël. Pour la montée d'adrénaline, j'expliquerai les tractations en coulisses, les trahisons et une guerre qui dure depuis près de 100 ans. En fin de compte, nous serons en mesure de distinguer les faits de la fiction et de découvrir les domaines dans lesquels nos biais cognitifs semblent faire des ravages. La déclaration Balfour et le mouvement sioniste. La déclaration Balfour, également connue sous le nom de promesse de Balfour en arabe, est un engagement public pris par la Grande-Bretagne en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Elle déclare l'objectif de la Grande-Bretagne d'établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine. Pour comprendre l'importance de cette déclaration, il faut d'abord explorer le contexte dans lequel elle a été faite. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et ses alliés ont lutté avec acharnement contre les puissances centrales, notamment l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Alors que la guerre s'éternise, la Grande-Bretagne cherche à obtenir le soutien de divers groupes, dont la population juive, tant à l'intérieur de ses frontières que dans d'autres pays. En outre, la Grande-Bretagne avait des intérêts stratégiques dans la région. La Palestine, située entre les territoires cruciaux de l'Inde et de l'Égypte, revêtait une importance significative pour les ambitions impériales britanniques. Ainsi, l'établissement d'un État sioniste en Palestine ne s'alignerait pas seulement sur l'objectif allié d'autodétermination des petites nations, mais assurerait également la domination britannique dans la région. Cependant, la publication de la déclaration Balfour n'a pas été sans controverse. La déclaration promettait aux Juifs une terre où la population autochtone, essentiellement arabe, représentait plus de 90% de la population. Le mépris de la présence et des souhaits de la population indigène allait avoir de profondes répercussions sur l'avenir de la Palestine. Dans le même temps, le mouvement sioniste, qui prône l'établissement d'une patrie juive, prend de l'ampleur. Dirigé par des personnalités telles que Chaim Weizmann, un juif russe installé à Manchester, en Angleterre, le mouvement sioniste trouve le soutien de dirigeants influents en Grande-Bretagne, dont le Premier ministre David Lloyd George. La Grande-Bretagne y voit l'occasion de rallier le soutien des Juifs dans les pays neutres, en particulier aux États-Unis et en Russie, où le gouvernement tsariste antisémite vient d'être renversé. En soutenant publiquement le sionisme, la Grande-Bretagne espère obtenir le soutien des communautés juives et encourager leur gouvernement à rester dans la guerre jusqu'à la victoire. En outre, la déclaration Balfour était en contradiction avec des promesses antérieures faites par les Britanniques. Dans la correspondance Hussein-McMahon de 1915, la Grande-Bretagne s'était déjà engagée à assurer l'indépendance des Arabes vis-à-vis de l'Empire ottoman. En outre, l'accord Sykes-Picot de 1916 entre la Grande-Bretagne et la France prévoyait l'administration internationale de la Palestine, la majeure partie de la région étant sous influence française. Malgré ces promesses contradictoires, la déclaration Balfour signifiait que la Palestine serait sous occupation britannique, refusant aux Arabes palestiniens l'indépendance qu'ils étaient en droit d'attendre. La déclaration introduit la notion de foyer national pour le peuple juif, un terme vague qui laissait le champ libre à l'interprétation. Mais qu'en est-il du mouvement sioniste ? Demandez-vous. Eh bien, il y a plus qu'il n'y paraît. Cependant, pour vraiment comprendre les racines du sionisme, il faut remonter aux anciens royaumes israélites d'Israël et de Juda. Ces royaumes, nichés au cœur de la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Palestine, ont été le berceau d'une civilisation dynamique. Le peuple juif a une longue histoire sur cette terre, avec des périodes de triomphe et de tragédie. Mais un thème est resté constant tout au long de son parcours. La nostalgie de Sion, le désir de retourner sur la terre de ses ancêtres. Cette aspiration profonde à Sion remonte au temps biblique. La Bible hébraïque, ou Tanakh, fait référence à la terre d'Israël en tant que terre promise pour le peuple juif. Elle raconte des histoires d'exil, de conquête et de retour à Sion. Pendant des siècles, le peuple juif s'est accroché à la croyance qu'un jour, il reviendrait dans sa patrie bien-aimée. Cette croyance est devenue une partie intégrante de son identité, même pendant les périodes d'exil et de diaspora. Au XIXe siècle, l'Europe est aux prises avec une montée de l'antisémitisme. Les communautés juives sont confrontées à la discrimination, à la persécution et même à de violents pogroms. C'est au cours de cette période tumultueuse que le mouvement sioniste a commencé à prendre forme. Le mouvement sioniste est né en réponse à la montée de l'antisémitisme et au désir de mettre fin aux persécutions juives. Les Juifs européens, inspirés par leur lien historique avec la terre d'Israël, aspiraient à une patrie où ils pourraient vivre à l'abri de la discrimination et de la persécution. Le mouvement a pris de l'ampleur et a bénéficié d'un soutien, en particulier parmi les Juifs d'Europe qui cherchaient des solutions aux problèmes auxquels ils étaient confrontés dans leurs pays respectifs. L'une des figures de proue de ce mouvement fut Theodor Herzl, journaliste et écrivain souvent considéré comme le père du sionisme politique moderne. L'ouvrage fondateur de Herzl, L'État juif, publié en 1896, expose sa vision de l'établissement d'une patrie juive.
Il affirme que la seule façon d'assurer la sécurité et le bien-être du peuple juif est de créer un État souverain. Les idées de Herzl ont trouvé un écho auprès de nombreux juifs qui cherchaient une solution aux problèmes qu'ils rencontraient dans leurs pays respectifs. Le mouvement sioniste a gagné en popularité, en particulier parmi les juifs européens qui y voyaient un moyen d'assurer leur avenir et de préserver leur patrimoine culturel et religieux. Des initiatives pré-sionistes, telles que la migration des Juifs vers la terre d'Israël en raison des persécutions religieuses en Europe, ont jeté les bases de la création du mouvement sioniste. Ces premiers pionniers, connus sous le nom de Première Aliyah, ont dû faire face à de nombreux défis alors qu'ils cherchaient à construire une nouvelle vie en Palestine. Le mouvement sioniste, avec son appel au retour à Sion, a touché une corde sensible chez les Juifs du monde entier. Il leur a donné de l'espoir et un but à atteindre alors qu'ils s'efforcent de réaliser leur rêve de longue date, une patrie qui leur appartient. Mais le chemin vers la réalisation de ce rêve n'a pas été sans obstacle. Le mouvement sioniste s'est heurté à l'opposition de divers milieux, notamment des nationalistes arabes qui voyaient dans l'établissement d'une patrie juive une menace pour leurs aspirations à l'autodétermination. Malgré ces difficultés, le mouvement sioniste a continué à bénéficier d'un soutien et d'un élan croissant. Il reçut une impulsion significative en 1917 avec la publication de la déclaration Balfour par le gouvernement britannique, qui exprimait son soutien à l'établissement d'un foyer juif en Palestine. La déclaration Balfour, associée au mandat pour la Palestine accordé par la suite à la Grande-Bretagne par la Société des Nations, a fourni un cadre juridique pour l'établissement d'un foyer juif. Cependant, elle a également ouvert la voie à un conflit qui allait façonner la région pour les décennies à venir. La montée du nazisme et les horreurs de l'Holocauste ont encore renforcé le soutien au projet sioniste. Le monde a été témoin de l'impact dévastateur de l'antisémitisme et la nécessité d'un refuge pour le peuple juif est devenue encore plus évidente. La période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale a apporté de nouveaux défis et de nouvelles opportunités au mouvement sioniste. En 1947, les Nations Unies ont proposé un plan de partage visant à diviser la Palestine en deux États distincts, l'un juif et l'autre arabe. Ce plan a suscité des réactions mitigées, avec des soutiens et des oppositions de toutes parts. La guerre de Palestine de 1947-1949, qui a suivi la déclaration de l'État d'Israël en 1948, a marqué un tournant dans l'histoire du sionisme. Ce fut une période d'intenses conflits et de déplacements de population, dont les Juifs et les Arabes payèrent le prix fort. Alors que les salaires de la guerre palestinienne augmentent, une riche famille pousse à quelques révoltes dans les coulisses. Cette famille n'est autre que la famille Rothschild. Au fil des décennies, elle a affirmé avec force qu'elle avait créé Israël. Mais jusqu'à quel point cela peut-il être vrai? Sur le papier, cela semble facile. Cependant, à notre insu, la famille Rothschild ne peut être sous-estimée. C'est pourquoi je vais vous présenter quelques détails accrocheurs et percutants qui pourraient prouver qu'ils ont créé Israël ou non. Pour comprendre l'incroyable influence de la famille Rothschild, il faut d'abord explorer sa montée en puissance. Tout a commencé au XVIIIe siècle avec Mayer Amschel Rothschild, un homme qui pensait que l'argent était synonyme de pouvoir. Né dans les ghettos de Francfort, au sein d'une famille aux revenus moyens, Mayer souhaitait ardemment passer de la misère à la richesse. Jeune homme, Mayer s'est lancé dans le prêt d'argent en commençant par une petite somme et en augmentant progressivement son capital. Mais le prêt d'argent n'est pas sans poser de problème, car les gens ne parviennent pas toujours à rembourser leurs dettes. Mais Mayer n'est pas du genre à se laisser faire. Il fait tout ce qui est nécessaire pour que ses prêts soient remboursés avec les intérêts, ce qui lui vaut la réputation d'une personne à ne pas contrarier. Les compétences financières de Mayer attirent l'attention de la famille royale allemande, dont il devient rapidement le banquier. Cela marque un tournant pour Mayer et sa famille. Il comprend que la réussite passe par la gestion de l'argent et la manipulation des personnes et des situations à son avantage. Mayer transmet ses connaissances financières à ses 5 fils, Amschel, Solomon, Nathan, Karl et Jacob. Il leur enseigne l'importance de contrôler non seulement l'argent, mais aussi les flux d'argent. Le grand projet de Mayer était de dominer le secteur bancaire dans différentes parties de l'Europe, car il était convaincu que celui qui contrôlait l'argent détenait tout le pouvoir. C'est ainsi que les frères Rothschild ont étendu leurs activités bancaires à des villes comme Londres, Paris, Vienne et Naples. Ils ont appliqué les tactiques astucieuses de leur père, et cela a fonctionné. Les Rothschild ont créé la première banque internationale du monde, établissant un modèle pour la façon dont les banques ouvrent des succursales internationales aujourd'hui. Mais leur influence ne s'est pas arrêtée là. Les Rothschild ont également révolutionné le concept d'utilisation des obligations d'État pour lever des fonds pour le gouvernement. Au fur et à mesure que leur richesse et leur pouvoir augmentent, ils sont devenus plus influents que des gouvernements entiers. Lorsque des pays ont voulu créer des banques centrales, ils se sont tournés vers les Rothschild pour obtenir des conseils et de l'aide. Les Rothschild ont joué un rôle essentiel dans la création de banques centrales dans de nombreux pays, notamment la Banque d'Angleterre et la Banque de France.
Leur expertise et leur prouesse financière étaient inégalées, et ils sont devenus les conseillers privilégiés pour les questions financières et bancaires. La prochaine fois que vous entrerez dans une banque, n'oubliez pas de remercier les Rothschild. Leur héritage dans le secteur bancaire est indéniable, car il a façonné la façon dont nous percevons l'argent et interagissons avec lui aujourd'hui. Mais pour chaque bonne chose qu'ils ont faite, les Rothschild se sont également livrés à des activités tout aussi brutales. L'un des exemples les plus choquants de leur manipulation s'est produit à l'époque de Napoléon Bonaparte. Dans les années 1800, Napoléon avait pour mission de conquérir le monde. C'était un génie militaire, capable d'anticiper, de déjouer et d'être plus malin que n'importe qui sur le champ de bataille. Son ambition ne connaissait aucune limite. Alors que le monde se bat contre Napoléon, les Rothschild voient une opportunité de jouer sur les deux tableaux. Ils ont compris que la guerre coûtait cher et que le gouvernement britannique avait besoin d'argent pour payer les soldats et acheter des armes. Les Rothschild profitent de cette situation et proposent des prêts rapides au gouvernement britannique. Mais beaucoup ignorent que les Rothschild ont également proposé des prêts à Napoléon. En fournissant de l'argent aux deux camps, les Rothschild s'assurent que, quel que soit le vainqueur de la guerre, il serait dans le camp des vainqueurs. Le vainqueur devait également des millions de livres aux Rothschild, ce qui consolidait leur position de famille bancaire la plus puissante d'Europe. Contrairement à leurs attentes, leur stratégie présente une faille fatale. En donnant de l'argent aux deux camps, ils prolongent indirectement la guerre. Chaque jour, des centaines de soldats sont massacrés sur les champs de bataille, alors que les Rothschild financent la guerre. Il s'agit d'une manœuvre diabolique qui illustre leur quête impitoyable de richesse et de pouvoir. La guerre s'est finalement terminée par la défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo. Les forces de la coalition britannique sortirent victorieuses et durent aux Rothschild une importante somme d'argent. Les Rothschild célèbrent leur triomphe, mais ils ont encore une carte à jouer, une manœuvre qui multipliera leur richesse par 100 en seulement 24 heures. Ils manipulent le marché boursier en diffusant de fausses nouvelles sur l'issue de la bataille. Sachant que la valeur de la livre sterling serait affectée par la nouvelle, Nathan Rothschild paya un espion pour qu'il attende sur le champ de bataille et envoie un pigeon avec l'information. L'espion rapporta que les Britanniques avaient gagné, et Nathan utilisa cette connaissance à son avantage. Au lieu de célébrer la victoire de la Grande-Bretagne, Nathan ordonne à ses agents de diffuser de fausses nouvelles annonçant la victoire de Napoléon. Cela a provoqué une vente panique d'obligations britanniques à la bourse, faisant chuter le prix de la livre sterling. Les Rothschild sont alors intervenus et ont acheté toutes les obligations à des prix défiant toute concurrence. 24 heures plus tard, lorsque la nouvelle officielle de la victoire britannique est tombée, il était trop tard. La valeur de la livre sterling s'est envolée et les Rothschild ont réalisé un profit astronomique. Selon certains rapports, ils ont gagné l'équivalent de 6 milliards de dollars en monnaie d'aujourd'hui grâce à cette seule opération. Cette manipulation astucieuse du marché boursier a consolidé la position des Rothschild en tant que famille la plus riche et la plus influente du monde. Leur richesse dépassait tout ce que le monde avait jamais vu, et ils ne faisaient que commencer. Et étonnamment, Israël figurait sur leur liste comme le prochain grand projet. Allégation de Lord Rothschild. Des décennies après la création d'Israël, Lord Rothschild, un descendant de la famille bancaire Rothschild, a affirmé que sa famille avait créé Israël. Cela pourrait être en partie vrai, malgré l'intense débat et les spéculations que ces allégations ont suscitées. En effet, une lettre a été adressée à Lord Rothschild au début du XXe siècle, à l'apogée du mouvement sioniste qui a ensuite changé le cours de l'histoire. Le ministère des Affaires étrangères a adressé cette lettre à Lord Rothschild le 2 novembre 1917. Elle disait notamment « Cher Lord Rothschild, j'ai le plaisir de vous transmettre, au nom du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de sympathie pour les aspirations sionistes juives, qui a été soumise au cabinet et approuvée par lui. La déclaration se lit comme suit. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et fera tout son possible pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays. Enfin, la lecture se termine par cette phrase. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste. Avec cette lettre en main, il y a tant de questions qui semblent surgir. Cependant, pour comprendre l'affirmation de Lord Rothschild concernant l'implication de sa famille dans la création d'Israël, il est essentiel d'explorer le contexte historique du mouvement sioniste tel qu'il est énoncé dans certaines parties de la lettre et les événements qui ont conduit à la publication de la déclaration Balfour. Attention, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le nationalisme juif, connu sous le nom de sionisme, a pris de l'ampleur en réponse à la montée de l'antisémitisme et au désir d'une patrie pour le peuple juif. Des personnalités influentes comme Theodor Herzl ont joué un rôle important dans la promotion de l'établissement d'une patrie juive. Le mouvement sioniste visait à résoudre le problème de longue date de la persécution et de la discrimination des Juifs, en particulier en Europe.
L'idée d'une patrie juive a trouvé un écho auprès des Juifs du monde entier, qui cherchaient un endroit où ils pourraient vivre à l'abri des persécutions et pratiquer leur religion sans crainte. La Palestine, alors sous domination ottomane, est apparue comme un lieu potentiel pour l'établissement d'une patrie juive en raison de son importance historique et religieuse. Des communautés juives ont commencé à se former dans des villes comme Jaffa et Jérusalem, malgré les défis posés par l'Empire ottoman et les inquiétudes de la population arabe. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 a entraîné des changements importants dans le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Les Britanniques, sous la houlette du ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour, y ont vu l'occasion de promouvoir leurs intérêts régionaux. La déclaration Balfour, publiée en 1917, exprime le soutien du gouvernement britannique à l'établissement d'un foyer national pour le peuple juif en Palestine. La déclaration Balfour a eu de profondes répercussions, en stimulant le mouvement sioniste et en marquant la première reconnaissance officielle, par une grande puissance mondiale, du droit du peuple juif à un foyer national. Cependant, elle a également suscité la controverse, ses détracteurs affirmant qu'elle ne tenait pas compte des droits et des aspirations de la population arabe de Palestine. Si vous vous souvenez bien, dans les premières parties de cette vidéo, j'ai déclaré que la banque de la famille Rothschild était le seul financier du gouvernement et de l'armée britannique. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement britannique ait été à l'avant-garde de la création d'Israël. N'oubliez pas que la banque de la famille Rothschild n'a jamais été incapable de faire quoi que ce soit. Elle était omniprésente. Si le lien entre Lord Rothschild et la déclaration Balfour ajoute de l'intrigue à l'histoire, il est essentiel de reconnaître que la création d'Israël est le résultat de divers facteurs et acteurs. La déclaration Balfour reste un document controversé, ses détracteurs affirmant qu'elle ne tient pas compte des droits de la population arabe en Palestine. En fin de compte, l'affirmation de Lord Rothschild est un rappel brutal de l'histoire complexe et des conflits actuels qui entourent la création d'Israël. C'est un sujet qui continue d'être débattu et analysé, façonnant notre compréhension du Moyen-Orient et de sa dynamique géopolitique. Et encore une fois, que savons-nous de la famille Rothschild? Quelle est leur influence dans le paysage géopolitique, en dehors d'Israël et du Moyen-Orient? Ou encore, quel est leur héritage et leur impact sur la finance internationale? En toute honnêteté, celui qui détient l'argent détient également le pouvoir. En d'autres termes, l'argent est le pouvoir, et le pouvoir est l'argent. Les racines de la famille Rothschild sont donc trop profondes. Mais pourquoi ne pas entreprendre une expédition archéologique pour étoffer les antécédents de cette même famille? Historique de la famille Rothschild. La famille Rothschild, la plus célèbre dynastie bancaire européenne, a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire économique et politique de l'Europe pendant plus de 2 siècles. Fondée par Mayer Amschel Rothschild et ses 5 fils, Amschel Mayer, Salomon Mayer, Nathan Mayer, Karl Mayer et Jacob Mayer, la famille trouve ses origines à Francfort, en Allemagne. Après des débuts modestes, la vision et l'ambition de Mayer Amschel Rothschild ont propulsé sa famille au rang de banquiers internationaux, établissant des succursales à Londres, Paris, Vienne et Naples. L'influence des Rothschild s'est étendue au-delà de la banque et de la finance, englobant l'exploitation minière, l'énergie, l'immobilier et la viticulture. Cependant, leur immense richesse et leur pouvoir leur ont également valu de faire l'objet de diverses théories du complot, alimentant des spéculations sensationnelles sur leur contrôle des événements mondiaux, par exemple la création d'Israël. Malgré ces affirmations infondées, le succès remarquable des Rothschild peut être attribué à leur capacité à s'adapter à l'évolution des temps, à participer à la révolution industrielle et à saisir les opportunités de croissance économique dans toute l'Europe. Outre leurs prouesses financières, les Rothschild étaient connus pour leurs activités caritatives considérables, en particulier dans le domaine des arts et de l'éducation. Cette introduction ouvre donc la voie à une exploration captivante de l'histoire choquante et sensationnelle de la famille Rothschild. Voici donc l'histoire de leur famille telle qu'elle s'est déroulée. Au XVIIIe siècle, dans la ville animée de Francfort, en Allemagne, un homme nommé Mayer Amschel Rothschild a jeté les bases de la dynastie bancaire la plus influente d'Europe. Né le 23 février 1744, Mayer Amschel Rothschild avait des origines modestes, mais son ambition et son sens aigu des affaires allaient façonner l'avenir de sa famille et du monde. Le nom de famille de Mayer Amschel Rothschild provient de l'écu rouge, Roth, qui ornait la maison du ghetto où ses ancêtres avaient vécu. Alors qu'il se destinait initialement à devenir rabbin, la mort prématurée de 9 de ses parents l'a contraint à suivre un apprentissage dans une maison de banque. Pendant cette période, Mayer apprend les subtilités de la finance et acquiert une connaissance approfondie du secteur bancaire. La grande chance de Mayer se présente lorsqu'il devient le facteur de la cour de Guillaume IX, le landgrave de Hesse-Cassel. Cette position lui permet de faire des affaires avec les maisons régnantes, une stratégie qu'il transmettra plus tard à ses fils. Mayer avait également une approche unique de la planification familiale. Il cherchait à engendrer le plus grand nombre possible de fils capables de gérer les affaires de la famille à l'étranger. Cette stratégie s'avérera déterminante pour le succès de la dynastie Rothschild.
Fort de ses nouvelles relations et de sa connaissance du secteur bancaire, Mayer Amschel Rothschild entreprend de créer sa propre entreprise bancaire. En 1769, il ouvre une petite maison de banque à Francfort qui sera le point de départ de la réussite future de sa famille. La réputation d'honnêteté, de fiabilité et de sagacité de Mayer se répand rapidement, attirant des clients de tous horizons. Au fur et à mesure que ses activités bancaires se développent, Mayer prend conscience de l'importance d'étendre son champ d'action au-delà de Francfort. Il comprend que pour établir une véritable dynastie, il doit créer des succursales dans les principaux centres financiers d'Europe. C'est dans cette optique que Mayer envoie ses fils dans différentes villes pour y établir leurs opérations bancaires. Le premier fils, Amschel Mayer, reste à Francfort pour y superviser les activités de la famille. Amschel s'est avéré être un banquier compétent et astucieux, suivant les traces de son père et maintenant la réputation d'excellence de la famille. Nathan Mayer, le deuxième fils, est envoyé à Londres en 1804. Londres est alors un centre financier florissant et Nathan y voit un potentiel de croissance et d'opportunités immenses. Grâce à son sens aigu des affaires, Nathan s'impose rapidement comme une personnalité de premier plan sur la scène bancaire londonienne. Il noue de solides relations avec des personnes et des institutions influentes, faisant des Rothschild des acteurs incontournables de la finance internationale. Pendant ce temps, Jacob Mayer, également connu sous le nom de James, est envoyé à Paris en 1811. Paris est une ville connue pour sa sophistication et son influence culturelle, et Jacob y voit le potentiel des Rothschild à avoir un impact significatif. Grâce à son charme et à son sens des affaires, Jacob gagne rapidement la confiance et le respect de l'élite française. Il devient un conseiller de confiance auprès de personnalités influentes, consolidant ainsi la position des Rothschild dans la société française. Salomon Mayer et Karl Mayer, les quatrième et cinquième fils, sont envoyés respectivement à Vienne et à Naples dans les années 1820. Ces villes sont des centres de pouvoir politique et économique, et les Rothschild y voient un potentiel de croissance et d'influence. Salomon et Karl s'imposent comme des banquiers de premier plan dans leurs villes respectives, élargissant ainsi la portée et l'impact de la famille dans toute l'Europe. Le réseau bancaire international des Rothschild leur permet de naviguer dans le paysage financier complexe de l'époque. Ils ont facilité l'octroi de prêts aux princes belligérants pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes, profitant du chaos et de l'instabilité. Leur capacité à fournir des services financiers aux deux parties du conflit leur a permis d'acquérir une richesse et une influence immense. La paix offre de nouvelles opportunités aux Rothschild. Ils s'adaptent à l'évolution des temps, passant de marchands d'articles de luxe et de négociants en pièces de monnaie et en effets de commerce à agents en titres d'État, en actions de compagnies d'assurance et en parts de sociétés industrielles. Ils ont investi dans les chemins de fer, le charbon, le travail du fer et la métallurgie, participant ainsi à la révolution industrielle et contribuant à la croissance économique dans toute l'Europe. Au milieu du 19e siècle, les Rothschild ont acquis une position essentielle dans le commerce mondial du pétrole et des métaux non ferreux. Leur influence s'est étendue au-delà de la banque et de la finance, englobant l'exploitation minière, l'énergie, l'immobilier et la viticulture. Les Rothschild sont devenus synonymes de richesse, de pouvoir et d'influence, suscitant l'admiration et l'envie. Ils menaient toutes les transactions conjointement et ne visaient jamais des profits excessifs. Ces principes les ont aidés à gérer les risques inhérents à la transmission d'une entreprise aux générations futures, assurant ainsi la continuité et la longévité de la dynastie Rothschild. Mais comment ont-ils pu influencer à ce point le monde de la finance? Vous me posez la question. Permettez-moi de vous raconter en détail les débuts de Mayer Amschel, le cerveau de la finance internationale moderne, qui était loin de se douter que, quels que soient ses principes et ses méthodes, il n'était pas en mesure d'assurer la pérennité de l'entreprise. Il pourrait par la suite avoir un impact considérable sur la finance internationale, car la plupart des organisations et des institutions s'appuient sur ces mêmes stratégies. Mayer Amschel a appris les ficelles du commerce dès son plus jeune âge. Son père, Amschel Moses Rothschild, est impliqué dans le commerce des tissus de soie et le change de devises. Le premier travail de Mayer consiste à trier les pièces de monnaie acquises lors des foires commerciales semestrielles de Francfort, qui attirent des acheteurs et des vendeurs de toute la région. Ce premier contact avec le commerce et la finance a jeté les bases de sa réussite future. La tragédie frappe Mayer Amschel alors qu'il n'a que 12 ans. Ses parents meurent de la variole et le confient à des parents. C'est à cette époque que la vie de Mayer Amschel prend un tournant décisif. Il est envoyé à Hanovre pour faire son apprentissage auprès de Simon Wolf Oppenheimer, un important établissement bancaire juif. À Hanovre, Mayer se familiarise avec le commerce extérieur et la finance et acquiert des connaissances précieuses sur les pièces de monnaie rares de la Rome antique, de la Perse et de l'Empire byzantin. Les riches collectionneurs recherchent ces pièces et Mayer apprend à traiter avec la noblesse, ce qui lui vaut le titre de juif de la cour ou de facteur de la cour. À l'âge de 19 ans, Mayer Amschel retourne à Francfort et rejoint ses frères dans l'entreprise commerciale familiale.
Leur père avait créé la société et l'expertise de Mayer en matière de pièces de monnaie rares est rapidement devenue un atout. Sa réputation grandit et il attire l'attention du prince héritier Wilhelm de Hesse, qui avait déjà acheté des pièces au père de Mayer. Ce lien s'est avéré être un tournant dans la carrière de Mayer. Le prince héritier Wilhelm, qui prendra plus tard le titre de Wilhelm IX, Landgrave de Hesse-Kassel, devient le mécène de Mayer et lui offre de précieuses opportunités commerciales. La relation centrée sur le commerce des pièces de monnaie s'est rapidement étendue à d'autres services financiers. Les liens de Mayer avec la noblesse se renforcent et il commence à s'imposer comme un conseiller financier de confiance. En 1769, Mayer-Amschel demande au prince héritier Wilhelm de lui confier le titre de facteur de la cour, c'est-à-dire d'agent de la couronne. Ce titre honorifique signifie que Mayer a rendu des services à la royauté et lui permet d'arborer les armoiries de Hesse et de Hanau sur sa maison, mettant ainsi en avant ses liens avec la noblesse. Cette reconnaissance a renforcé la réputation de Mayer et lui a ouvert les portes de nouvelles entreprises. L'un des facteurs essentiels qui distinguent les Rothschild est leur capacité à naviguer sur les marchés internationaux. Ils ont établi des succursales dans les principaux centres financiers européens, notamment à Londres, Paris, Vienne et Naples. Ce vaste réseau leur a permis de tirer parti des nouvelles opportunités et de s'imposer comme les banquiers privilégiés des gouvernements, de la noblesse et même de la royauté. Les Rothschild ont été des pionniers de la finance internationale, introduisant des pratiques et des instruments financiers novateurs qui ont révolutionné le secteur. Ils ont joué un rôle déterminant dans le développement des obligations d'État, qui constituaient une source stable de revenus pour les gouvernements et leur permettaient de financer leurs opérations. En outre, les Rothschild ont joué un rôle crucial dans la mise en place du système bancaire moderne, en mettant l'accent sur un contrôle centralisé et une communication efficace entre les succursales. Leur influence s'est étendue au-delà du domaine bancaire. Les Rothschild étaient connus pour leurs investissements intelligents dans des secteurs tels que les chemins de fer, l'exploitation minière et le développement d'infrastructures. Leurs investissements stratégiques ont généré des profits substantiels et contribué à la croissance économique des pays dans lesquels ils opéraient. Cependant, le succès de la famille n'a pas été sans controverse. Ses détracteurs l'ont accusé de manipuler les marchés, de contrôler les gouvernements et même d'orchestrer des guerres à son profit. Ces allégations, alimentées par des sentiments antisémites, ont souvent éclipsé les véritables contributions de la famille au monde de la finance. Malgré les controverses, les Rothschild ont continué à étendre leur influence, en créant des banques, en finançant des projets d'infrastructure et en investissant dans les industries européennes. Leur richesse est inégalée et leur pouvoir se fait sentir aux quatre coins du continent. Plus important encore, l'ascension des Rothschild en tant que banquiers internationaux témoigne de leur ambition, de leur capacité d'adaptation et de leur perspicacité financière. Leur capacité à saisir les opportunités et à naviguer dans un paysage économique en constante évolution leur a permis de s'imposer comme l'une des familles les plus influentes d'Europe. Outre leurs activités financières, les Rothschild étaient connus pour leurs activités caritatives considérables, notamment dans les domaines de l'art et de l'éducation, laissant un impact durable sur la société. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, jetez un coup d'œil à nos autres vidéos géniales sur la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.